Je veux commencer par un chiffre, 1820. C'est l'année où l'on nous dit que l'Antarctique a été aperçu pour la première fois. Officiellement aperçu, préciseront-ils si vous insistez. Repéré pour la première fois, documenté, consigné, reconnu. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai accepté ça. Je n'ai pas remis en question. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est dans les manuels scolaires. C'est sur les frises chronologiques. C'est le genre de fait qu'on absorbe à l'école de la même façon qu'on absorbe tout le reste, passivement, sans résistance, sans se demander pourquoi. Mais j'ai commencé à examiner les dates de plus près. Et une fois lancé, impossible de m'arrêter. Avant d'aller plus loin, je dois brièvement revenir sur quelque chose que j'ai abordé dans la dernière vidéo de cette série, et si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien ci-dessous, parce que ce qui suit n'aura pas tout son poids sans cette base. Dans cet épisode, j'ai exploré ce que l'histoire officielle appelle l'année sans été, 1816. L'année qui a suivi l'éruption du mont Tambora en Indonésie, qui, selon le récit officiel, a projeté suffisamment de cendres dans l'atmosphère pour faire chuter les températures mondiales, détruire les récoltes dans tout l'hémisphère nord, décimer le bétail, déclencher des famines de la Nouvelle-Angleterre jusqu'en Europe du Nord et transformer l'été en véritable hiver. Le Tambora, un seul volcan. L'explication est bien ficelée, la chronologie impeccable. Mais j'ai commencé à tirer des fils qui n'appartenaient pas à cette histoire, parce que voilà ce que le récit officiel n'explique pas. L'uniformité, cette simultanéité absolue, continentale, du chaos. Les mauvaises récoltes n'étaient pas régionales, elles étaient mondiales. Les témoignages de froid surnaturel, de neige en juin, de coucher de soleil orangé et violacé, ils ne se concentraient pas autour de l'Indonésie. Ils venaient de partout à la fois, et pas seulement sur le plan environnemental, sur le plan social, politique. Les années qui ont immédiatement suivi 1816 ont vu se déverser une cascade de ruptures institutionnelles, de déplacements de population, et ce qu'un chercheur que j'ai croisé en chemin a décrit comme une amnésie civilisationnelle, des communautés entières qui semblaient avoir perdu tout lien de continuité avec ce qui existait avant. Dans cette vidéo, j'ai avancé quelque chose qui, je le sais, a mis beaucoup d'entre vous mal à l'aise. Tant mieux, c'est fait pour ça. J'ai avancé que l'année sans été n'était pas un événement volcanique, ou, plus précisément, qu'il ne s'agissait peut-être pas uniquement d'un événement volcanique, que la perturbation atmosphérique de 1816 portait les stigmates de quelque chose de plus catastrophique, de plus délibéré. Quelque chose qui ressemblait davantage dans sa signature à ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un hiver nucléaire, un effacement atmosphérique soudain et total, non pas causé par une montagne, mais par un événement d'une civilisation à son agonie, une remise à zéro. Le genre d'événement qui laisserait derrière lui non seulement des données climatiques, mais de l'effacement. Le genre d'événement désormais vaguement associé à l'hypothèse que, avant le XIXe siècle, il existait une civilisation mondiale de l'Ancien Monde, sophistiquée, avancée sur le plan architectural, reliée à travers les continents, que nous avons pris l'habitude d'appeler provisoirement la Tartarie. Pas un empire au sens conventionnel du terme, pas un pays avec des frontières sur une carte moderne, quelque chose de plus difficile à cerner. Une présence, une civilisation dont les empreintes sont visibles partout dès lors qu'on apprend à les reconnaître, dans l'architecture, dans les systèmes de canaux, dans les trames urbaines qui apparaissent pleinement formées, dans les archives historiques, sans aucune documentation de construction, sans aucune période d'échafaudage, sans aucune de ces fouilles archéologiques progressives et chaotiques qui devraient accompagner l'installation humaine. Et puis, apparemment, tout a simplement disparu. Tout ça, on en a parlé. Mais il y avait un détail sur lequel je revenais sans cesse, une date que je continuais à mettre de côté parce qu'elle me semblait presque trop commode, trop parfaitement placée. La date de la découverte de l'Antarctique, 4 ans après l'année sans été. Je vous demande de garder cet écart en tête. 4 ans, pas une génération, pas un siècle.
4 ans après ce qui fut peut-être l'événement atmosphérique le plus catastrophique de toute l'histoire humaine enregistrée. Un événement qui, si mon analyse précédente tient la route, a peut-être fonctionné comme le dernier acte d'un effondrement civilisationnel mondial. Un événement où le monde entier a connu le gel, simultanément, et puis la masse terrestre la plus reculée, la plus inaccessible, la plus hermétique, la plus glacée de la planète, est soudainement, officiellement, découverte, et pas par une seule expédition, par 3. Simultanément, un équipage britannique, un équipage américain, un équipage russe, tous opérant indépendamment, nous dit-on, tous dans la même région, tous à quelques mois d'intervalle, tous en 1820. Je ne vais pas prétendre que c'est impossible. Les découvertes attirent les foules, les expéditions se recoupent, la compétition stimule l'exploration. Je comprends tout ça, mais je veux poser une question d'un autre ordre. Pas si c'est arrivé. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi, après des millénaires de civilisation humaine, après les Phéniciens et les Grecs, et les Romains et les Chinois, et chaque culture maritime sophistiquée qui ait jamais mis une coque à la mer, pourquoi la plus grande masse terrestre au sud de l'équateur reste-t-elle entièrement inexplorée, non documentée et sans nom jusqu'à 4 ans après que le ciel du monde s'est obscurci? Pourquoi à ce moment précis? Parce que c'est là que le récit officiel commence à se fissurer. Plus je me suis enfoncé dans les archives cartographiques, et je veux dire en profondeur, dans des fonds que les cours d'histoire introductive ne citent jamais, plus la date de découverte de 1820 a commencé à ressembler moins à un commencement qu'à une version officielle taillée sur mesure. Il existe des cartes réelles, survivantes, historiquement documentées, qui montrent l'Antarctique bien avant 1820. La carte de Piri Reis, datée de 1513, dessinée par un amiral ottoman qui a explicitement déclaré la compiler à partir de cartes sources plus anciennes, montre une masse terrestre australe avec un littoral détaillé et précis. Pas une vague tache. Pas un bord spéculatif. Un littoral cartographié qui, lorsque des chercheurs du XXe siècle l'ont superposé aux images satellitaires modernes du relief subglaciaire, le roc réel sous 2 km de glace, s'est aligné avec une précision que personne n'a su expliquer de manière satisfaisante. La carte d'Oronteus Phineus de 1531 va encore plus loin. Elle représente l'Antarctique sans glace, avec des systèmes fluviaux, des chaînes de montagnes, des caractéristiques géographiques intérieures que nous n'avons confirmées qu'à l'aide de la technologie sonar du milieu du XXe siècle. Laissez-moi répéter ça plus lentement, parce que je crois qu'on a tendance à le lire en vitesse. Une carte dessinée en 1530 et un représente des caractéristiques géographiques de l'Antarctique que l'humanité n'a technologiquement confirmées qu'au cours des années 1950. L'explication officielle s'effondre presque instantanément sous le poids de cette phrase. La réponse académique a toujours été coïncidence, extrapolation heureuse, ou la suggestion que les cartographes anciens ne faisaient que supposer l'existence d'une masse terrestre australe pour des raisons philosophiques et géométriques. La symétrie, l'équilibre, l'idée que le nord doit trouver son pendant au sud, et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est une coïncidence, mais comment devine-t-on un fleuve? Comment devine-t-on des crêtes montagneuses subglaciaires? Comment devine-t-on un littoral avec suffisamment de précision pour qu'il résiste à la comparaison avec des données satellitaires 5 siècles plus tard? On ne devine pas ça. On ne le théorise pas. On le cartographie par l'observation, par la présence, par un savoir qui était soit de première main, soit hérité de quelqu'un qui s'y était trouvé. Et cela soulève une question à laquelle le récit officiel n'a jamais répondu de façon convaincante. Qui était là-bas? Si vous trouvez que ça vaut votre temps, et j'espère que oui, pensez à vous abonner ou à devenir membre YouTube. Cette série va dans des endroits que la plupart des chaînes n'osent pas toucher, et vous avoir avec moi pour ce voyage compte énormément. Revenons maintenant à l'Antarctique, parce qu'on ne fait que commencer. Je veux revenir un instant sur 1816, parce que je pense qu'on l'a regardé sous le mauvais angle.
Dans la vidéo précédente, j'ai posé les bases de l'argument selon lequel l'événement atmosphérique de 1816, quelle qu'en soit la vraie cause, a peut-être fonctionné comme le moment terminal d'une civilisation de l'Ancien Monde. L'événement qui a mis fin à quelque chose. L'hiver nucléaire qui a suivi ce qui pourrait avoir été une catastrophe à l'échelle d'une civilisation, laissant derrière elle des villes dépeuplées, des infrastructures orphelines, et un registre historique si mince qu'il ne mérite à peine ce nom. Mais, et si ce cadre n'était que partiellement juste? Et si 1816 n'était pas seulement une fin? Et si c'était aussi, pour quelqu'un, un début? Voici la théorie avec laquelle je tourne en rond, et je tiens à préciser clairement que je la présente comme une question, pas comme une conclusion. Et si l'événement atmosphérique de 1816, quoi qu'il ait engendré, était capable non seulement de perturber le climat de l'hémisphère nord, mais aussi d'accélérer la glaciation au pôle? Et si le même mécanisme qui a transformé l'été en hiver en Europe et en Amérique du Nord a aussi, d'une manière cumulée, poussé la formation des glaces vers le sud? Et si l'Antarctique, le continent sans glace visible sur les cartes du XVIe siècle, était en train de geler ou avait récemment gelé, et que 1816 n'en était que la phase finale, ou une répétition délibérée de ce processus? Je sais. C'est une affirmation considérable. Et je ne la formule pas comme une affirmation. Je la formule comme une silhouette, un schéma de date, de géographie et de dissimulation que je n'arrive pas à chasser de mon esprit, parce que considérez ce qui suit. 1816, le ciel s'obscurcit. Un événement atmosphérique mondial d'une ampleur sans précédent bouleverse la civilisation. 1820, l'Antarctique est découvert, officiellement inscrit dans les archives, nommé, répertorié, revendiqué, pas avant, pas pendant, après, 4 ans après. Le schéma apparaît, et une fois qu'on le remarque, impossible de faire comme si de rien n'était. Restez avec la chronologie, parce qu'elle ne s'arrête pas à 1820. Le même fil, les cartes, le savoir, le secret soigneusement préservé de ce qu'est réellement l'Antarctique, continue de refaire surface. Des décennies plus tard, entre les mains de gens qui avaient toutes les ressources du monde pour aller voir, 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine lance l'opération High Jump, une expédition militaire en bonne et due forme vers l'Antarctique. Pas une équipe de recherche, pas un petit navire d'exploration, 13 navires, 33 aéronefs, près de 5000 militaires. Commandé par le contre-amiral Richard Byrd, l'un des officiers de marine les plus décorés de l'histoire américaine. L'objectif déclaré était scientifique: cartographie, recherche, établissement d'une base. Et peut-être que c'est tout ce que c'était. Mais voilà la partie qui rend le moment impossible à écarter. Parce que les Américains n'étaient pas la première puissance militaire à prendre l'Antarctique au sérieux. Loin de là. En 1938, 7 ans avant High Jump, l'Allemagne nazie lançait sa propre expédition antarctique, l'expédition Schwabenland. Ils ont cartographié près de 600 000 km² de territoire, déposé des milliers de balises de marquage pour affirmer des revendications territoriales, et seraient rentrés avec quelque chose qui a réorienté les priorités internes au plus haut niveau. Exactement quoi, on ne nous dit pas. Les archives sont lacunaires de cette façon particulière que les archives ont lorsque la réponse compte vraiment. Ce que nous savons, c'est que des sous-marins allemands ont été documentés dans les eaux antarctiques aussi tard qu'en 1945, et que certaines figures importantes de l'appareil scientifique nazi avaient une obsession connue et documentée pour le savoir antique, les civilisations perdues, la préhistoire, les traditions cartographiques héritées qui auraient prétendument précédé le monde moderne, les mêmes cartes, le même fil, ce qui nous ramène au problème du gardien. La carte de Piri Reis, la carte d'Oronthus Finneus, l'amiral lui-même a déclaré avoir compilé ces cartes à partir de sources plus anciennes qui ne sont jamais nommées, jamais localisées, jamais expliquées. Quelqu'un détenait ce savoir, une chaîne de main l'avait préservé à travers les siècles,
à travers la rupture de 1816, assez intacte pour que plusieurs parties, un amiral ottoman, une expédition nazie, une flotte navale américaine, semblent l'avoir suivi jusqu'au même endroit. Qui était-il? Et que les trois ont-ils trouvé en arrivant là-bas? Les preuves ne répondent pas à ça, mais elles ne l'écartent pas non plus. Maintenant, je veux parler de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que c'est la partie de la conversation sur l'Antarctique que la plupart des gens passent en vitesse. Et je pense que c'est la plus importante. On ne peut pas se rendre librement en Antarctique. Je veux être précis là-dessus, parce que la réaction instinctive est, bien sûr que si, des expéditions y vont tout le temps. Et oui, elles y vont, des expéditions scientifiques, des missions de recherche mandatées par des gouvernements, du tourisme même, dans des formes limitées et très encadrées. Je ne dis pas que le continent est entouré d'un mur invisible. Ce que je dis, c'est ceci. Le système du traité sur l'Antarctique, signé en 1959 et aujourd'hui ratifié par plus de 50 nations, désigne l'Antarctique comme une réserve scientifique et interdit explicitement toute activité militaire, toute extraction de ressources minérales et tout essai nucléaire sur le continent. Et dans les faits, cela signifie que l'exploration indépendante et non supervisée de l'intérieur de l'Antarctique est pratiquement impossible. Pas illégale, à proprement parler. Juste concrètement impossible. Il faut un soutien logistique que seuls les gouvernements et les grandes institutions peuvent fournir. Des autorisations qui s'avèrent discrètement difficiles à obtenir pour tout ce qui sort des paramètres de recherche approuvés. Des infrastructures qui n'existent pas pour le voyageur indépendant. Le résultat, c'est que l'Antarctique est, concrètement, le seul endroit sur Terre que le citoyen ordinaire du XXIe siècle ne peut tout simplement pas aller visiter à sa guise. Et je veux vous demander, pourquoi est-ce qu'on trouve ça normal? Chaque autre masse terrestre sur la planète, chaque chaîne de montagnes, chaque jungle, chaque désert, est accessible à un individu motivé disposant de ressources et de détermination suffisante. On escalade l'Everest pour le loisir. On traverse le Sahara seul. On navigue vers les îles les plus reculées de la planète avec rien d'autre qu'un petit bateau et une boussole. Mais l'Antarctique a un traité, 50 nations, signé au cours de la même décennie où la technologie sonare a pour la première fois confirmé ce qui se cache sous la glace. Et on ne trouve pas ça remarquable. On hoche la tête, on accepte que le traité concerne la science, la paix, la préservation de l'environnement. Peut-être que c'est le cas. Mais la logique des faits suggère que ce genre d'accord mondial simultané est extraordinairement rare. Les nations ne s'entendent sur presque rien. Elles se disputent sur les frontières, les ressources, l'idéologie, la langue, surtout. Le XXe siècle a été pratiquement défini par le désaccord entre nations, sauf là. Sur ça, sur ce seul endroit. Le problème de coordination devient impossible à ignorer plus on s'y attarde. 50 nations, toutes d'accord, toutes signataires, toutes respectueuses du traité, de façon constante, pendant des décennies, au sujet d'un continent gelé qui, officiellement, ne contient rien d'autre que de la glace et des manchots. Qu'est-ce qu'il y a dans la glace et les manchots qui nécessitent un traité international? Laissez-moi vous parler du problème architectural, parce que c'est là que le lien avec la Tartarie cesse d'être abstrait. Tout au long de cette série, nous avons documenté imparfaitement, provisoirement, mais documenté, la présence de techniques de construction de l'Ancien Monde dans des endroits où elles n'ont rien à faire. Des bâtiments qui apparaissent dans les archives historiques entièrement achevés, sans phase de construction. Des infrastructures civiques dans des villes supposément fondées au début du XIXe siècle qui auraient nécessité des décennies et des ressources que ces jeunes colonies ne possédaient tout simplement pas. Des cathédrales dans des villes frontières, des systèmes d'égouts élaborés dans des villes qui, selon les archives officielles, n'étaient là que forêts vierges 5 ans avant que ces systèmes soient installés. Les preuves du déluge de boue, les rez-de-chaussée enterrés,
Les fenêtres qui commencent en dessous du niveau actuel de la rue parce que ce niveau a monté, ou parce que quelque chose est tombé et a recouvert ce qui existait déjà. Ce schéma se répète partout en Amérique du Nord, en Europe, en Russie, en Amérique du Sud. Il n'est pas régional, il n'est pas isolé, il est mondial, et chaque fois qu'on le documente, l'explication officielle consiste soit à le rejeter d'un revers de main, soit à un genre de vague agitation qui, plus on l'examine, se dissout au contact des vraies preuves. Les périodes de transition sont absentes, la documentation est maigre. La main-d'œuvre qui aurait soi-disant bâti ces structures est introuvable. Les chaînes d'approvisionnement n'existent pas. Les calendriers ne tiennent pas. Quelque chose était déjà là. Quelque chose avait été construit par quelqu'un qui nous a précédés. Et maintenant, l'Antarctique. Nous savons, grâce aux preuves cartographiques, aux cartes sans glace, à la topographie subglaciaire, que l'Antarctique fut, à un moment de l'histoire, une masse terrestre habitable. Pas à une époque géologique lointaine. Récemment, à l'échelle humaine. Assez récemment pour que des êtres humains l'aient cartographiée. Assez récemment pour que ces cartes aient survécu jusqu'au XVIe siècle, copiées depuis des sources encore plus anciennes. Qu'est-ce qui se trouvait sur ce continent? Qu'est-ce qui se cache sous 2 kilomètres de glace en ce moment même? Je ne dis pas qu'il y a des pyramides sous la calotte glaciaire antarctique, bien que des structures dans les monts Ellsworth aient généré un véritable débat académique sur leur géométrie. Je ne dis pas qu'il existe une cité perdue scellée sous la plateforme de Ross. Je pose une question plus simple et, je crois, plus importante. Pourquoi ne le savons-nous pas? Pourquoi, en 2026, avec une technologie de radar à pénétration de sol, capable d'imager des caractéristiques géologiques à des milliers de mètres sous la surface, avec des systèmes satellitaires capables de lire une plaque d'immatriculation depuis l'orbite, avec tout le poids de la civilisation la plus avancée technologiquement de l'histoire enregistrée pointée vers chaque recoin de la Terre, pourquoi la topographie subglaciaire de l'Antarctique est-elle encore largement non cartographiée à haute résolution? Pourquoi les lacunes dans les données se concentrent-elles dans l'intérieur du continent? Pourquoi ce silence persiste-t-il? Le silence, une fois qu'on commence à l'écouter, est partout dans cette histoire. Aucune discussion académique sérieuse de la carte de Piri Reis dans les cursus d'introduction. Rien. C'est une note de bas de page, si elle apparaît du tout. Aucune enquête institutionnelle sérieuse sur le problème de coordination de 1820, 3 expéditions indépendantes arrivant simultanément sur un continent non découvert. Non. Convergence. Coïncidence. On passe à la suite. Aucune curiosité institutionnelle quant à l'écart entre les cartes sans glace du XVIe siècle et le désert gelé que nous avons officiellement découvert au XIXe. Aucune explication sur la façon dont, si la glace s'est accumulée au fil du temps géologique, comme on nous le dit, des cartographes humains ont pu produire des cartes montrant le terrain non glacé dans un temps historique. Ce silence n'est pas accidentel. Un silence de cette ampleur traversant autant de disciplines, maintenu depuis si longtemps, ce n'est pas une absence de preuve. C'est une silhouette. Et cette silhouette suggère quelque chose. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle suggère. Je crois que vous le sentez déjà. Je voudrais conclure avec quelque chose qui me trotte dans la tête depuis que j'ai commencé à tirer ce fil. Si nous acceptons, provisoirement, prudemment, avec tout le scepticisme qui s'impose, qu'il existait avant le XIXe siècle une civilisation mondiale d'une sophistication significative. Si nous acceptons que cette civilisation a laissé derrière elle des infrastructures, des cartes, des techniques architecturales et un savoir que notre histoire officielle ne peut pas expliquer. Si nous acceptons que les événements de 1816 représentèrent, sous quelque forme que ce soit, la convulsion finale de cette civilisation, un effondrement si total et si violent qu'il a laissé des cicatrices atmosphériques visibles à travers l'hémisphère nord. Et si nous acceptons que l'Antarctique, la dernière masse terrestre non cartographiée et sans glace sur ces cartes plus anciennes, a été scellée, gelée,
verrouillée par un traité et discrètement soustraite à l'accès public dans les années qui ont immédiatement suivi. Alors nous devons poser la question la plus difficile. Que protégeait-il? Pas forcément de nous. Peut-être du temps, peut-être du chaos, peut-être simplement du genre de découverte désordonnée, non coordonnée, incontrôlée qui aurait pu se produire si n'importe qui disposant d'un bateau et d'une curiosité avait pu descendre là et commencer à fouiller. Quel savoir y était conservé? Quelles archives? Quelle architecture? Quelle preuve d'une civilisation dont nous avons été, par une combinaison de catastrophes, d'effacements délibérés et d'incuriosité institutionnelle, empêchés de prendre connaissance? Je n'ai pas la réponse. Je veux être honnête avec vous là-dessus. Je tourne autour de ces questions depuis des mois, et elles ne se sont pas résolues. Elles n'ont fait que s'approfondir. Plus j'avance dans les archives, plus je trouve non pas des réponses, mais une structure, la silhouette de quelque chose délibérément obscurci, quelque chose dont je peux tracer les contours sans pouvoir en voir le visage. Une fois qu'on voit cette structure, impossible de faire comme si elle n'existait pas. Une catastrophe atmosphérique en 1816, sans précédent dans son ampleur et sa durée. Un continent officiel, découvert 4 ans plus tard, par 3 nations à la fois, verrouillé par 50 nations un siècle après. Des cartes anciennes montrant ce qui se cache sous la glace. Un registre historique qui se tait précisément au moment où la continuité devrait exister. Des architectures sans bâtisseurs, des villes sans origine, une civilisation sans pierre tombale et un continent rebaptisé, restreint, recouvert de glace et discrètement tenu hors de portée, qui renferme peut-être sous 2 kilomètres de silence gelé la réponse à tout. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais je n'arrive pas à chasser ce chiffre de ma tête. 1820. Et vous non plus, maintenant. Si cette série vous apporte quelque chose, pensez à laisser vos réflexions ou vos théories en commentaire. La prochaine vidéo va dans un endroit où je n'étais pas sûr d'être prêt à aller. Je crois que je le suis maintenant. À très bientôt.